Très bien. Alors, deuxième question, on est toujours dans l'introduction pour rappel. Pourquoi on parle du producteur ou de la firme, d'accord? Pourquoi on ne parle pas de l'entreprise, hein, par exemple, en théorie microéconomique? Alors, deuxième question, toujours dans l'introduction. Pourquoi le producteur? Pourquoi ce concept? Très bien. Alors, ce n'est pas uniquement pour faire comme on a fait pour le premier semestre, le consommateur, donc il faut rester sur le producteur. Donc, il y a une raison. Alors, bien sûr, l'entreprise, c'est une organisation, hein, c'est une entité qui est composée de plusieurs services, plusieurs divisions. Bien sûr, ça dépend de la taille. Hein, donc, les petites et moyennes entreprises, donc ils ont une organisation un petit peu simple, alors que les grandes entreprises ou les multinationales, ils ont des organisations qui sont un peu plus sophistiquées, plus complexes. Très bien. Alors, pourquoi une entreprise qui est composée de plusieurs services, etc., qui est composée de plusieurs personnes, parce que il y a des entreprises qui emploient 10 personnes, 5 personnes, mais il y a aussi des multinationales, de grosses entreprises qui emploient des centaines, voire des milliers donc de personnes. Comment toute cette organisation qui est composée de plusieurs, je dirais, hein, donc services et plusieurs personnes, eh bien, on va la ramener à une sorte de un seul décideur ou une seule personne, hein, parce que quand on entend producteur, on a l'impression qu'il y a une seule personne. Non, d'accord? Donc, c'est un petit peu comme la problématique qu'on avait traitée dans la théorie du choix du consommateur. On a dit, voilà, même si on parle où on dit le consommateur, ça ne veut pas dire qu'il y a une seule personne. Donc le consommateur, ça peut être un ménage qui est composé de plusieurs personnes qui partagent, comme on a dit, le même toit et les mêmes décisions financières, le même budget. Donc pareil ici, donc même si je dis producteur, ça ne veut pas dire qu'il y a une seule personne qui produit. Donc il y en a plusieurs, bien évidemment. Alors comment on fait le passage justement donc de cette entreprise qui est composée de plusieurs personnes et plusieurs services à un concept où on a l'impression qu'il y a un seul décideur. Donc, c'est toujours le même problème, c'est la simplification. Parce que une entreprise, comme vous le savez, donc, elle est composée de plusieurs services. Alors, quels sont les différents services? Donc, il y a par exemple le service approvisionnement, ok, c'est-à-dire les achats. Voilà. Il y a service production, donc c'est un petit peu l'atelier, l'usine. Ok. Après, vous avez aussi hein, donc service par exemple commercial ou marketing. Hein, donc c'est s'occupe un petit peu de tout ce qui concerne hein, donc l'écoulement, la vente, etc. Les relations avec les clients. Quoi d'autre? Donc service ou si vous voulez division RH, ressources humaines, ok, service personnel. On peut rajouter d'autres services communication, n'est-ce pas? Ok. Parfois il y a des services pour les grandes entreprises, services logistiques, hein, donc à part, d'accord. Et ainsi de suite. Hein. Donc il y a plusieurs services financiers, si vous voulez, on peut rajouter. Bien sûr, ça dépend de la taille, l'activité de l'entreprise. Voilà. Donc, il y a plusieurs services, hein, bien sûr, et au sein de chaque service, bien sûr, il y a plusieurs employés, voilà, chacun selon son grade, etc. Très bien. Alors, comment on passe de cette structure-là, où vous avez plusieurs entreprises, au producteur? En fait, si je voudrais étudier le choix de l'entreprise, avec toutes ces structures, avec toutes ces entités, tous ces services, donc je dois étudier le choix des gens qui sont dans le service d'approvisionnement, avec ceux de production, avec le commercial, etc. Donc ça va être compliqué. Donc je peux pas avoir une fonction qui va résumer tout ça. C'est impossible. Et donc, face à cette complexité, donc toujours on va modéliser, c'est-à-dire on va simplifier la réalité. Donc la réalité, elle est là, vous voyez ? On a plusieurs services et plusieurs personnes. Mais je ne peux pas étudier le comportement de tous ces services, les choix de tous ces employés en même temps. C'est impossible. Donc, je dois simplifier. Comment on va simplifier? En fonction toujours de l'objectif de notre étude. Quel est notre objectif? C'est d'étudier, comme on a dit, le choix du producteur, le choix de production. Okay? C'est-à-dire répondre aux questions qu'on avait déjà donc mentionné tout à l'heure, à savoir quoi, combien et comment produire. Donc, toujours, lorsque vous êtes face à une complexité d'étudier un sujet, rappelez-vous quel est l'objectif.
Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Donc, l'objectif, c'est de répondre aux questions, comme on a dit. Quoi produire? Combien? OK. Et comment? Très bien. Voilà mon objectif. OK. Donc, alors, bien sûr, la production, elle dépend de tous ces services, hein, on est bien d'accord, ok? Il dépend des achats des matières premières, des équipements, des consommations intermédiaires, etc. Il dépend directement, bien sûr, de la production, ça va de soi. Il dépend aussi du service commercial, parce que si tu n'as pas de clients, tu ne peux pas produire. Ça dépend aussi de la gestion des ressources humaines, parce que si tu gères pas bien ton personnel, donc il va y avoir des problèmes, ça peut arrêter la production, il peut y avoir des grèves, et ainsi de suite. La logistique, pareil. Le financement, bah, si tu n'as pas de financement, tu n'as pas une bonne gestion financière, tu peux pas non plus produire, et ainsi de suite. Donc, tout est lié, tout est interdépendant, d'accord? C'est pas la question. Alors, maintenant, notre objectif, c'est quoi? C'est comment simplifier pour répondre à ces trois questions? Quelles sont les choses dont que je peux éliminer ou de mettre de côté pour répondre à ces trois questions, sans que ma réponse à ces trois questions soit, bien évidemment, impactée? Eh bien, quel est le service qui est directement donc concerné par ces trois questions? Bien sûr, c'est le service production. Donc, c'est le service de production qui est concerné directement par la réponse à ces trois questions. Même si, bien sûr, il a besoin voilà, de la contribution de tous les autres services de l'entreprise. Mais le service responsable directement de la réponse à ces trois questions, c'est le service de production. Donc, c'est la raison pour laquelle donc on suppose, ok, on suppose que l'entreprise peut être représentée, n'est-ce pas, représentée par son service de production, ou son unité de production, son usine par exemple. Okay. Bien sûr, c'est une hypothèse qui est très forte, hein, qui est très restrictive, mais comme il nous permet de répondre à notre objectif, ces trois questions, quoi, combien, comment produire, eh bien, on va l'accepter. Donc, on fait une hypothèse. Voilà. Et grâce à cette hypothèse, bien sûr, on peut mettre de côté tous les autres services, toutes les questions auxquelles ils doivent répondre au sein du service commercial, financier, gestion des ressources humaines, etc. On va mettre de côté, on va se concentrer uniquement sur les questions qui sont posées à l'intérieur du service de production. C'est ça qui nous intéresse. Et pareil, hein, donc le service de production, donc j'ai pas encore terminé parce que donc j'ai résolu le problème de la multiplication des services. Donc au lieu de travailler sur 10 ou 5 services en même temps, maintenant je vais travailler sur un seul service. Mais au sein du service de production, ben, il y a plusieurs personnes, n'est-ce pas? Bah pareil, c'est comme le ménage aussi, hein. Donc il y a plusieurs consommateurs. Donc comment on va faire? Bah pareil, on va prendre un représentant de ce service de production. Et le représentant, bah on va l'appeler le producteur, d'accord? Donc même s'il y a cinquantaine ou une centaine ou peut-être même voire plus d'employés, de main-d'œuvre, on va faire comme s'il y avait une seule personne qui prend la décision. Comme on avait fait pour le consommateur. Un ménage, il peut y avoir 2 personnes, il peut y avoir 5, il peut y avoir 10. Mais comme ils partagent les mêmes décisions financières, le même budget, ils vivent sous le même toit, on va les représenter par un seul décideur. C'est comme si, puisqu'ils ne peuvent pas effectivement prendre une décision sur laquelle ils ne sont pas tous d'accord. Donc, puisqu'ils sont tous d'accord, c'est comme s'il y a un seul décideur. Pareil pour le service de production. Donc, même s'il y a plusieurs personnes qui travaillent au sein de ce service, on va faire comme si, voilà, parce qu'ils vont se mettre d'accord, pareil, on va faire comme s'il y avait un seul décideur qui prend les décisions, c'est-à-dire c'est lui qui détermine, voilà, bien sûr, hein, donc qu'est-ce qu'on va produire? Donc, tout le monde se met d'accord, voilà, on va produire des chemises, ok? Donc, c'est comme s'il y avait une seule personne qui avait pris cette décision, d'accord? Donc, je remets les questions. Pareil, donc combien produire, donc chacun il va faire une proposition, etc. Et après ils vont se mettre sur une seule proposition. Par exemple, on va produire pour 1 million de consommateurs. Donc, c'est comme s'il y avait une seule personne qui avait pris la décision de produire pour 1 million de clients. Comment? Eh bien, on va utiliser plus de machines que de main-d'œuvre, par exemple. Bah voilà, c'est comme s'il y avait un seul décideur qui avait pris cette décision. Vous voyez? Et donc, on va représenter tous les employés de ce service de production par une seule personne, un seul des décideurs. Et ce décideur, on va l'appeler le producteur.
ok? Ça ne veut pas dire qu'il y a une seule personne, bien évidemment. Mais, donc, il y a plusieurs personnes qui prennent une seule décision, d'accord? Donc, voilà, comme on a fait pour le consommateur, il y a plusieurs personnes au sein du même ménage. D'accord? Ça ne veut pas dire, quand je dis le consommateur, qu'il y a une seule personne. Non, il y a un seul décideur. Et c'est différent. Pourquoi? Parce que ce décideur, il représente toutes les autres personnes qui sont avec lui et qui sont d'accord avec sa décision, bien évidemment. Donc, on va faire une hypothèse. Deuxième, ça c'est l'hypothèse 1, si vous voulez. Et l'hypothèse 2, ok, on va supposer, n'est-ce pas? On va supposer que le service de production est représenté, n'est-ce pas, est représenté par un seul décideur, ok, qu'on appelle, n'est-ce pas, qu'on appelle le producteur. Ok. Donc, le consommateur, si vous voulez, si je fais le rappel, hein, le consommateur, c'est le représentant, le décideur représentant du ménage, d'accord? Dans la théorie du choix du consommateur, le producteur, c'est le représentant du service de production. Voilà. Donc, c'est comme pour les étudiants, par exemple, je dis, voilà, je vais pas étudier le comportement, les décisions de chacun, donc on va dire, voilà, je vais vous représenter, donnez-moi un représentant de votre groupe, de votre section, ok? Après, si on pose une question, donc vous allez discuter entre vous, vous allez vous mettre d'accord sur une seule décision, et le représentant de cette section va venir me dire, voilà, monsieur, notre décision. Donc, c'est le représentant de cette section. Ça ne veut pas dire que dans cette section, il y a un seul étudiant. Il y a plusieurs étudiants. Mais comme tous ces étudiants sont d'accord sur la même décision, une seule décision, donc on va prendre juste celle du représentant. Et donc, le consommateur, c'est le représentant du ménage, des décisions des membres qui composent le ménage. Et le producteur va représenter les décisions, d'accord, de tous les, voilà, le personnel qui travaille au sein de ce service de production. Et comme ça, on passe de l'entreprise au producteur, ok? Donc, de l'entreprise, on passe au producteur, d'accord? Alors, bien évidemment, hein, donc, ce qui nous intéresse ici, c'est, on va donner forcément, hein, donc, à cette entreprise des moyens de production, n'est-ce pas? Des facteurs de production, on appelle aussi des facteurs de production, on va les définir tout de suite. Et bien sûr, hein, donc on va pas décrire, hein, juste je précise ça, on va pas décrire comment ça va se passer la production, le côté technique, voilà, c'est un petit peu comme si tu décris la recette, hein, donc pour la cuisine, vous voyez, un repas de cuisine par exemple, voilà ce qu'il faut mettre, etc. Non, hein, donc ce qui nous intéresse c'est quoi? On va donner une quantité de facteurs de production au producteur, à l'entreprise, et on va déterminer combien on va obtenir, n'est-ce pas? Combien on va obtenir de produits, ok? Si par exemple je vous donne, je sais pas, 2 tonnes d'oranges, combien je peux obtenir de jus d'orange? C'est ça qui nous intéresse en microéconomie, ok? Comment la production se passe, le processus de production, les différentes étapes, les relations entre les ouvriers, les cadres, les ingénieurs, etc. Donc tout ça, bien sûr, ça, on va pas l'étudier, ça fait pas partie de l'objet de la microéconomie, ça fait partie d'autres disciplines comme la théorie des organisations, etc. Mais ce n'est pas notre objectif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle les inputs, enfin les facteurs de production. Et après, on va obtenir donc une quantité de production. Okay? Donc, ce qui se passe entre ici et là, donc on ne va pas l'étudier. D'accord? Donc voilà, on va s'intéresser à ce qui rentre, les intrants, et ce qui va sortir, hein, donc d'accord, comme bien et comme service. Très bien. Donc voilà un petit peu, hein, donc si on pose la question, donc le producteur, ça ne veut pas dire qu'il y a une seule personne qui produit. Donc il y en a plusieurs, bien évidemment, mais on va les représenter, d'accord, par un seul décideur, comme on a fait pour le consommateur. D'accord? Très bien. Alors, cela implique quoi?
eh bien, donc, quand on passe de l'entreprise au producteur, donc celui-ci, il va être représenté, ou son comportement sera étudié grâce à une fonction, comme on a fait pour le consommateur, bien évidemment, à une fonction, d'accord, qu'on va appeler la fonction, bien sûr, de production, à une fonction de production. Et c'est à partir de cette fonction de production qu'on va décrire ses choix, c'est-à-dire comment il détermine ce qu'il va produire, combien et comment, d'accord? Alors, cette fonction de production va nous permettre, bien sûr, de répondre à nos trois questions, c'est-à-dire quoi, combien et comment. Donc, c'est le même objectif qu'on s'est fixé hein, pour la théorie du choix du consommateur, si vous vous rappelez très bien. Hein, donc, grâce à l'étude de l'équilibre du consommateur et la détermination de la combinaison optimale, on a pu répondre aux questions quoi, voilà, qu'est-ce qu'il consomme, ben, X, Y, combien, ben, à quoi est égal X, Y, comment, donc comment il mélange un petit peu les quantités de X et Y, voilà. Et donc, pareil, pour déterminer les réponses à ces trois questions, bah pareil, on va passer par la combinaison et pas la combinaison de consommation, mais la combinaison de production. Hein, c'est la même logique, mais on va remplacer consommation par production. Très bien. Donc voilà un petit peu pour la petite introduction. D'accord? Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on va s'intéresser, puisque voilà, maintenant vous avez l'habitude, en microéconomie, pour étudier le comportement d'un agent économique, on représente son comportement par une fonction mathématique. Pour étudier le comportement du consommateur, on a utilisé la fonction d'utilité. Donc maintenant, pour étudier le comportement du producteur, on va utiliser quoi? Ben, une fonction de production. D'où la section 1, si vous voulez. On va étudier la fonction de production. Définition, expression, les différentes formes, représentation graphique, tout ça. La fonction de production. Première section. Très bien. Alors, pour définir la fonction de production, on va pas donner la définition tout de suite, hein, mais on va passer par qu'est-ce qui compose, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de la fonction de production. Comme la fonction d'utilité, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, la fonction d'utilité? Hein? Les quantités des biens consommés. Ce sont les quantités des biens consommés, n'est-ce pas? Très bien. Ce sont des biens de consommation. Alors, la fonction de production, eh bien, à l'intérieur, ben, elle dépend aussi de variables. Elle dépend de biens, mais pas les biens consommés. Ce sont ce qu'on appelle les biens de production. OK? Ce qu'on appelle les moyens ou les facteurs de production. Donc, on va commencer par définir d'abord ces facteurs de production. Et après, on va revenir à la définition générale. OK? Donc, premier point dans cette section, définition. Ce qu'on appelle les biens de production ou les facteurs de production. Je vais mettre tous les synonymes, hein, d'accord? Donc, moyen de production, c'est la même chose que facteur de production. On appelle aussi des biens de production. Et on appelle aussi en latin les inputs. Voilà, les gens qui ont fait de l'informatique, ils connaissent un petit peu, voilà, les inputs, les intrants aussi, hein, donc on les appelle aussi les intrants. Donc tout ça, ça veut dire la même chose, facteur de production, moyen de production, bien de production. Ça, je l'appelle, hein, je le prononce input, ou les inputs, c'est pas les inputs. Hein, donc ça, c'est autre chose. Donc input, c'est comme ça qu'il faut le prononcer correctement. Et ça, c'est intrant, d'accord? Très bien. Alors, on va commencer par la définition. Très bien. Donc, quand on pose la question aux étudiants, facteur de production, qu'est-ce que ça vous inspire, etc. Ben, la majorité, qu'est-ce qu'ils répondent? Ils disent, voilà, facteur de production, ça veut dire, c'est les machines, c'est la terre, c'est voilà, le matériel de transport, c'est des matières premières. Très bien. Donc, ici, vous répondez par des exemples. Mais, comment peut-on définir de manière générale un facteur de production? Ce que vous venez d'évoquer, ce sont des biens, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas que les biens, donc je peux aussi utiliser un service comme un facteur de production. Par exemple, moi je voudrais produire du jus d'orange, ok? Dans la ville de Bnimla, j'ai mon usine, par exemple, à Casablanca.
ok? Mais les oranges viennent de Bni Mellal, donc il faut du transport, n'est-ce pas? Donc je vais utiliser le service de transport pour ramener les oranges de Bni Mellal à Casablanca pour les, voilà, pour en extraire du jus d'orange par exemple, ok? Donc là j'ai utilisé service de transport, donc c'est un facteur de production. Je sais pas, hein, donc j'ai une entreprise, j'ai un petit problème avec un client, n'est-ce pas? Parce qu'il ne veut pas régler sa facture et il est en retard, etc. Donc, je vais faire appel au service d'un avocat pour qu'il puisse effectivement donc me régler ce problème. Donc là aussi, j'utilise un facteur de production, c'est-à-dire sous forme de service. Donc, les facteurs de production, ce ne sont pas uniquement des biens matériels. Donc, ça peut être aussi des services. Très bien. Donc, facteurs de production, ce sont des biens et ou des services. Alors maintenant, la détermination de la nature de facteurs de production dépend d'un aspect qui est très important. C'est l'usage qu'on fait de ce bien ou de ce service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le même bien, le même service, il peut être un bien de consommation finale, comme il peut être un bien ou un moyen de production. Je vous donne un exemple. Imaginons que j'ai perdu un bouton de ma chemise. D'accord? Donc, je vais acheter ce bouton de chemise. D'accord? Je vais le coudre, bien évidemment. Voilà. Et donc, ma chemise, il redevient nickel. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, ce bouton de chemise, il est considéré dans ce cas-là comme quoi? Comme un bien de consommation finale. Parce que je l'ai utilisé pour satisfaire mon besoin personnel. N'est-ce pas? Maintenant, imaginons qu'une entreprise, il achète les mêmes boutons. Bien sûr, pour produire, fabriquer des chemises qu'il va vendre sur le marché. Est-ce que les boutons de chemise, dans ce cas-là, seront considérés comme des biens de consommation finale? Non. Ce sont des biens de production, ce sont des moyens de production, parce que ils ne sont pas utilisés pour satisfaire le besoin personnel de l'entreprise. Non, c'est utilisé pour produire des chemises qui vont satisfaire le besoin personnel d'autres consommateurs. Vous voyez la différence? Et donc, suivant l'usage que l'on fait d'un bien ou d'un service, il peut être considéré soit comme un bien de consommation finale, soit comme un bien de production, ou un moyen, ou un facteur de production. Je vous donne un deuxième exemple, ok? Donc, imaginons que j'utilise mon ordinateur, voilà, pour préparer mon cours, pour regarder des films, écouter de la musique, faire des recherches sur Internet, etc. Donc, dans ce cas-là, mon ordinateur, il est considéré comme un bien de consommation finale, parce que ça satisfait directement mon besoin personnel. Maintenant, si j'utilise le même ordinateur, mais pour, par exemple, je sais pas, traiter le texte des mémoires qui sont rédigés par les étudiants de licence, par exemple la dernière année. Donc, ils n'ont pas le temps. Donc, moi, je vais leur proposer le service de taper sur Word et de faire la mise en page, la mise en forme, etc. Donc, le même ordinateur, il devient un moyen de production. Parce que je ne l'utilise pas pour mon usage personnel, pour satisfaire mon besoin personnel, mais je l'utilise pour satisfaire les besoins des autres, en contrepartie, bien évidemment, bien sûr, d'une rémunération. Et donc là, le même ordinateur, ça peut être un bien de consommation finale, comme ça peut être un facteur de production, suivant l'usage que on va en faire, bien évidemment, d'accord? Très bien. Donc là, si on doit donner la définition, donc on dira que les facteurs de production, c'est-à-dire les inputs, d'accord, sont des biens et services, je vais juste utiliser l'abréviation, des biens et services utilisés, d'accord, par le producteur, donc l'entreprise, dans l'objectif, ok, donc l'objectif de produire, donc c'est pas pour consommer, mais pour produire d'autres biens et services, ou d'autres produits, n'est-ce pas, destinés, d'accord, destinés à la satisfaction des besoins des consommateurs, la satisfaction des besoins des consommateurs, d'accord. Donc voilà un petit peu, il y a deux éléments auxquels vous devez faire attention pour dire, voilà, est-ce que c'est un facteur de production ou pas. Premièrement, donc, est-ce qu'il est consommé
directement ou est-ce qu'elle est consommée pour produire d'autres produits? Donc, si la réponse est oui, c'est-à-dire détruit, consommé, c'est pour ça qu'on parle de consommation finale, dans ce cas-là, on dit que c'est un bien de consommation. Maintenant, s'il est consommé, ça veut dire utilisé, transformé pour produire d'autres produits, bah, dans ce cas-là, bien évidemment, c'est un facteur de production. Deuxième critère aussi, est-ce qu'il est destiné, hein, donc comme je viens de le dire, à l'usage personnel ou est-ce qu'il est destiné à la satisfaction du besoin personnel ou à la satisfaction des besoins des autres. Donc s'il est destiné à la satisfaction du besoin personnel, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure du beau temps, de l'ordinateur, donc c'est un bien de consommation finale. S'il est destiné c'est-à-dire transformé pour satisfaire le besoin des autres consommateurs, dans ce cas-là, bien sûr, c'est un facteur de production. Donc, la nature de facteur de production dépend quoi de l'usage que l'on fait finalement, d'accord? Est-ce qu'elle est utilisée directement pour satisfaire un besoin personnel ou est-ce qu'elle est transformée pour satisfaire les besoins des autres? Donc, facteur de production ou la nature des facteurs de production et fonction de l'usage. Ok? Donc, pour faire simple, est-ce qu'on utilise le bien, c'est-à-dire l'usage, est-ce qu'il est final? Par exemple, hein, je prends mon bouton, donc voilà, c'est pour ma chemise. Je prends l'ordinateur, c'est pour mes besoins personnels, ok? Ou est-ce que l'usage, il est intermédiaire? C'est-à-dire, j'utilise ce bien-là ou ce service pour produire un autre bien qui va satisfaire le besoin des autres. Voilà. Donc, la définition du facteur de production n'est pas de dire juste que c'est de la matière première, c'est de l'énergie, etc. Donc, la même matière première, si j'utilise moi, par exemple, je prends une orange, ok? C'est une matière première, mais ce n'est pas toujours un facteur de production. Pourquoi? Parce que si j'utilise l'orange, je la consomme, hein, je la mange tout simplement, ok? Donc, c'est un bien de consommation finale. Mais si je prends la même orange et je vais la presser par exemple et je vais obtenir un jus que je vais vendre à un autre consommateur, dans ce cas-là, la même orange devient un facteur de production. Vous comprenez un petit peu la différence. Donc voilà, ça dépend un petit peu de l'usage. Est-ce qu'elle est finale ou est-ce qu'elle est un intermédiaire? Est-ce qu'elle est pour mon besoin personnel ou est-ce qu'elle est pour le besoin des autres? Voilà, très bien. Donc, à partir de cette définition, bien sûr, donc il y a plusieurs types de facteurs de production. Hein, donc, on va vous donner des exemples. Hein, donc, si on est dans le domaine de l'agriculture, hein, donc le premier facteur de production, bien sûr, c'est la terre. Ok. Hein, donc, des exemples, si vous voulez. Donc, il y a la terre. Ok. Donc, la terre en général, hein, donc c'est un facteur de production, hein, donc à part quelques exceptions, parce qu'il est toujours utilisé pour produire d'autres biens et services, ok, bien sûr en combinant avec d'autres biens, enfin d'autres facteurs de production. Donc il y a les ressources naturelles, n'est-ce pas? Les ressources naturelles, donc ça peut être de l'énergie, hein, donc ça peut être de l'eau, de l'énergie, bien évidemment. Ça peut être les minerais, hein, donc qui sont au sous-sol, le fer par exemple, le cuivre, de l'or, du diamant qui sont utilisés pour produire des bijoux par exemple, tous les minerais qui sont hein, en sous-sol bien évidemment et qui sont transformés hein, pour obtenir d'autres biens et services. Donc on les appelle ressources naturelles. Bien sûr, dans les ressources naturelles, on retrouve aussi hein, donc des matières premières, hein, donc on va utiliser juste l'abréviation. Ok, des matières premières. Il y a bien évidemment le travail. Le travail, donc ça peut être physique, n'est-ce pas? Le travail manuel, si vous voulez. Ou ça peut être bien sûr intellectuel. Voilà, donc on a besoin des ouvriers qui vont travailler avec la main, bien évidemment aussi en utilisant aussi des machines, mais on aura besoin aussi des ingénieurs, des cadres qui vont faire des plans, etc. Donc, ou qui vont réfléchir pour trouver des solutions à des problèmes de production, de logistique, etc. Donc, on appelle travail intellectuel. Okay. Quoi d'autre hein? Donc, il y a le capital, n'est-ce pas?
Et dans le capital, donc il y a le capital matériel et immatériel. Et matériel, ça veut dire tangible, on peut le toucher, hein, donc c'est tout ce qui est immobilisation corporelle, les machines, les équipements, les outils, les voitures de transport, l'usine, hein, donc le lieu, le local, hein, bien sûr, de production. Et puis, il y a tout ce qui est immatériel, c'est-à-dire qui n'est pas tangible, on ne peut pas toucher, mais on l'utilise dans la production quand même. Par exemple, des logiciels, des brevets d'invention. Hein, donc, j'ai inventé, par exemple, un nouveau médicament. Donc, voilà, c'est une formule, n'est-ce pas? C'est juste une formule. Et donc, ça fait partie du capital immatériel. Il y a aussi l'organisation. Hein, donc, comment j'organise mon entreprise. D'accord, il y a plusieurs façons d'organiser l'entreprise. Et donc, ça fait partie aussi du capital immatériel. Voilà. Donc, tout ça, ça fait partie, bien sûr, hein, donc, des facteurs de production. Alors, bien sûr, il y a aussi le capital financier. Hein, donc, c'est l'argent qui est mis par le propriétaire ou aussi par les associés, les actionnaires. D'accord. Voilà. Et toujours dans le capital immatériel, on peut rajouter bien évidemment tout ce qui est savoir-faire, hein, donc l'expertise, l'expérience de l'entreprise. Voilà. Donc, tout ce qui est utilisé, transformé pour produire donc les biens et services choisis par l'entreprise ou par le producteur, donc c'est considéré comme des facteurs de production. Ok? Très bien. Alors, en général, on distingue, si vous voulez, deux grandes catégories. Hein, de facteurs de production. Donc, il y a ce qu'on appelle les facteurs fixes et les facteurs variables. Donc, on va en parler dans la troisième partie de cette séance. Donc, on va arrêter parce qu'on est déjà à 31 minutes.